commençons donc avec ce premier chiffre d'inflation pour la zone euro, l'inflation qui concerne le mois de décembre. Première estimation, et Gilles Mouet qui est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. On aurait sans doute aimé que la surprise soit un peu plus franche. Et c'est vrai que, je le disais, il y a cette histoire un peu double face désormais autour de l'inflation, avec en première lecture une inflation globale qui marque une vraie décélération, peut-être plus vite et plus rapide qu'attendu, plus importante qu'attendue. Et en dessous de ça, une inflation sous-jacente, elle, qui repart à la hausse. Oui, on perd un point de pourcentage sur l'inflation totale et ça c'est une bonne nouvelle et ça va plus vite que ce qui était escompté. C'est sans doute le double effet de la baisse des prix de gros énergétiques qui est maintenant assez avérée, qui est peut-être temporaire parce qu'elle tient beaucoup à des conditions climatiques qui elles-mêmes sont bien sûr contingentes. Également l'impact, et ça c'est sans doute très fortement le cas en Allemagne, de nouveaux bouclier tarifaire. Mais l'élément problématique, c'est cette accélération de l'inflation sous-jacente, donc l'accélération d'une inflation hors alimentaire et énergie à 5,2% en glissement annuel. Et ça, c'est le signal de la poursuite d'une extension finalement de la pression inflationniste à davantage de secteurs. Mais ce qui est assez frappant, c'est que, alors qu'aux États-Unis, on a eu des bonnes nouvelles sur ce front-là aussi. Je rappelle qu'au mois de novembre, on a une inflation sous-jacente qui est sortie inférieure aux attentes. En Europe, on est toujours du mauvais côté des surprises. Et comme vous l'avez dit, on a une BCE qui, au mois de décembre, a surpris avec un caractère très hawkish de son interprétation et surtout un message très clair sur la poursuite de hausse de taux assez substantielle, au moins au premier trimestre 2023. Mais François Villeroy-Gallo nous dit hier que ça pourrait même continuer assez rapidement au deuxième trimestre 2023. Eh bien, on a le sentiment qu'on n'arrive toujours pas à véritablement prendre le contrôle de cette inflation dans la zone euro, dans un contexte où le ralentissement de l'activité économique qui devait permettre de freiner cette pression des prix, eh bien, les nouvelles qui nous viennent de l'économie réelle ne sont pas si mauvaises que cela. On a eu un indicateur PMI qui est finalement sorti dans le secteur des services, marginalement en territoire de contraction, mais au-dessus des attentes. Donc si on se met dans les chaussons d'un faucon à la BCE, eh bien on a envie de taper plus fort et plus longtemps. On peut imaginer, à ce qu'on observe sur le mois de décembre, c'est-à-dire cette décélération de l'inflation globale et en même temps une inflation sous-jacente qui repart. C'est un schéma qui peut se répéter pendant quelques temps encore, Gilles, parce qu'on imagine à un moment que si l'inflation globale décélère, la diffusion va quand même se calmer dans l'économie. Alors il y a effectivement la bonne tenue de l'activité, la résistance du marché de l'emploi et du marché du travail. On n'est pas non plus dans des surchauffes salariales qui soient délirantes aujourd'hui en zone euro. Non, c'est vrai. Alors, on peut effectivement faire l'hypothèse que la transmission mécanique de l'augmentation des prix de l'énergie va commencer à se réduire, qu'il y ait un temps de retard. Bon, l'exemple que je prends toujours pour donner une image un peu intuitive de cela, c'est que l'inflation sous-jacente, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne s'agit pas d'un choc énergétique. Par exemple, si le prix des coupes de cheveux accélère, c'est peut-être tout simplement parce que les coiffeurs payent plus cher leurs factures énergétiques pour chauffer leur salon de coiffure et qu'ils le répercutent dans la hausse de leur prix, ce qui ne veut pas dire qu'on soit véritablement dans une accélération endogène de l'inflation. Ça, ce serait plutôt si on voyait effectivement une accélération très forte des salaires, où là, la boucle prix-salaire se met en place. Mais j'ai l'impression que la BCE, quelque part, ne veut pas prendre ce risque-là. C'est-à-dire que on pourrait avoir effectivement cette approche très progressive, très graduelle, dans laquelle on se dit, voilà, on voit bien que les prix énergétiques commencent à se calmer, laissons-nous 2 ou 3 mois pour vérifier que ça commence à impacter aussi la composante énergétique de l'inflation sous-jacente avant de prendre une décision très forte de hausse des taux, parce qu'effectivement pour l'instant il n'y a pas de signe si tangible que cela d'une accélération forte des salaires, mais ce n'est pas l'option prise par la BCE. On a au contraire une option de dire envoyons tout de suite un signal aux négociateurs
salariaux en particulier, pour leur dire que sous aucun prétexte, la BCE n'acceptera de laisser se développer une inflation persistante. Donc, moi, j'ai revu de manière assez drastique mes anticipations sur les taux directeurs de la BCE lors de la conférence de presse du mois de décembre, parce que j'étais plutôt dans cette optique graduelle. Ils ont amené les taux directeurs en gros dans la fourchette haute des taux neutres. Avant de passer véritablement en territoire restrictif, ils vont se donner un peu de temps, ils vont regarder comment la transmission se passe. Et clairement, la décision a été prise déjà d'aller directement en territoire restrictif. On a une BCE qui, encore une fois, ne veut pas prendre le risque de voir le début du commencement du soupçon d'une spirale, d'une boucle prix-salaire se mettre en place. Si la BCE ne veut pas prendre ce risque, effectivement, Gilles, et donc ne pas relâcher trop tôt ou trop préventivement ses efforts de lutte contre l'inflation, quel type de risque va-t-elle faire porter en amenant son taux de dépôt à 3,25, 3,50 peut-être 4. Chez certains, c'est déjà quelque chose qui est du domaine du possible. Quel type de risque est-ce que cette situation fera porter sur l'économie réelle, le financement des États en zone euro ? Non, c'est là où on peut commencer à être un tout petit peu inquiet, au sens où, encore une fois, tant que la BCE passait d'un territoire très accommodant à un territoire neutre, les conséquences en termes de coûts de refinancement étaient probablement assez réduites, et la politique monétaire en soi n'avait probablement pas d'impact lourd sur la décision d'investir ou d'embaucher. Quand on rentre en territoire restrictif et quand on est prêt à y aller vite et longtemps, là, on peut avoir le début d'un changement d'attitude de la part des décideurs économiques, que ce soit les entreprises, les ménages ou les gouvernements. Et un des soucis qui moi m'inquiète un peu, c'est que on a toujours tendance à raisonner de manière linéaire, et les banques centrales raisonnent aussi de manière linéaire, qui est que pour chaque point de pourcentage de durcissement des conditions monétaires, on aurait un X point de pourcentage de réduction de l'activité économique. Mais parfois les choses ne sont pas linéaires. Souvent d'ailleurs les choses ne sont pas linéaires. C'est-à-dire que on peut être dans une situation où, en dépit du durcissement des conditions monétaires, la conjoncture résiste, et c'est le cas aux États-Unis comme en Europe pendant toute l'année 2022. Donc on a l'impression qu'il ne se passe rien, que les banques centrales peuvent aller très loin dans le durcissement des politiques monétaires avant que le marché du travail réagisse, avant que l'économie réelle réagisse, et puis tout d'un coup, ça casse. Et ça, c'est ce qu'on va tous regarder, je pense, au cours du premier semestre 2023. Est-ce qu'on est dans une situation où tout d'un coup, il y a une prise de conscience d'un durcissement réel des conditions financières? On sait déjà, quand on lit les enquêtes réalisées auprès des banques, qu'il y a un durcissement des conditions d'octroi de crédit. Et donc ça peut se terminer, ça peut avoir comme effet une espèce de rupture forte, brutale, des intentions de dépenses des entreprises et des ménages. Et ça peut nous amener à une correction de l'activité économique beaucoup plus brutale que celle que l'on a vue jusqu'à présent. Donc c'est ça le risque, c'est de croire que puisque jusqu'à présent rien ne s'est passé, tout continuera comme cela en 2023. Sur la séquence 2023, Gilles, il faut commencer à imaginer effectivement une BCE qui va être, pour un temps en tout cas, beaucoup plus hawkish que la Réserve fédérale américaine ? C'est-à-dire que ça commence à me frapper. C'est-à-dire qu'on a une Fed qui a amené son taux directeur en territoire restrictif, un territoire assez clairement restrictif maintenant, qui dit clairement on va continuer à remonter nos taux, mais probablement à un rythme plus faible. Et sa vraie ligne de défense aujourd'hui, c'est de dire de plus en plus clairement au marché, vous avez tort de pricer une baisse des taux. Mais on sent bien que, au-delà de 5% de taux directeur, on n'ira pas forcément très très loin. Et c'est en gros ce que le marché price. C'est-à-dire que l'écart entre la Fed et le marché, c'est sur la deuxième partie de 2023 et c'est sur la baisse des taux. Mais sur le quantum de hausse de taux qui nous reste devant nous d'ici à la fin du printemps 2023, on a un alignement entre le marché et la Fed. Et côté BCE, c'est assez différent. On a une BCE qui a choqué en fait les anticipations de marché de manière assez forte au mois de décembre, qui clairement veut continuer à tenir un discours extrêmement
dur. Et ça peut finir par avoir un impact assez intéressant sur le taux de change. C'est-à-dire que on était dans une épure en 2022, en tout cas jusqu'à l'extrême fin 2022, dans laquelle on pouvait se dire, même si la BCE devient elle aussi plus hawkish, il va rester un écart de taux extrêmement important entre les deux banques centrales. Ouais. Et ça, c'est cohérent avec une extrême faiblesse de l'euro. Et là, on peut commencer à se dire, attention, on peut se retrouver vers le milieu de l'année 2023 avec une Fed qui arrête, qui commence à parler de manière plus d'office, qui commence à prendre confiance en fait dans le ralentissement de l'inflation, et au contraire une BCE qui elle continue à parler très très durement. Et ça peut faire remonter l'euro d'une manière un peu rapide. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui est recherché par le Conseil des gouverneurs de la BCE. On sait que la faiblesse de l'euro en 2022 était un souci pour eux. Elle accentue bien évidemment les pressions inflationnistes via l'inflation importée. Et donc, de tenir ce discours très dur et progressivement de créer une espèce de différence de ton avec la Fed au cours du premier semestre 2023, ça peut être en fait une stratégie tout à fait consciente de la part du Conseil des gouverneurs. Oui. N'oublions pas que le discours des banques centrales est également un outil de politique monétaire à part entière. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, qui était avec nous en visioconférence dans Smart Bourse à la mi-journée.